Coucou les addicts, c'est Aurélie. J'espère que vous allez tous bien. Et si vous me regardez ce lundi 12 juillet ou dans le courant de cette semaine, pour moi c'est une grande semaine puisque c'est une semaine anniversaire pour ma chaîne YouTube et mes débuts dans les communautés Outlander sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, décryptage de l'épisode 12 de la saison 4 et en fin de semaine, probablement vendredi, publication du décryptage du tout dernier épisode de la saison 4. Pour cet épisode, pas grand-chose à vous dire. On va peut-être directement entrer dans le vif du sujet. Simplement, la présence d'une scène coupée dont je ne parle pas dans le déroulé du décryptage parce qu'il n'y a pas un intérêt par rapport à ce qui est développé au niveau des thèmes, des intrigues, etc. J'ai mis des liens comme d'habitude, sur mon site internet, c'est deux liens, mais c'est la même scène. C'est une scène Untold, donc entre Lizzie, Phèdre et Jocasta et Ulysse. C'est assez savoureux. C'est complètement à part de toutes les intrigues, mais voilà, ça donne un petit plus sur les personnages. Et notamment, on voit que Jocasta et Ulysse sont de mèche pour donner une petite leçon de vie, on va dire, à Lizzie et Phèdre qui se chamaillaient un petit peu et qui se chamaillent notamment pour avoir les faveurs de Brianna. Voilà pour cette scène coupée. Eh bien, on y va pour le décryptage. C'est parti. Vous commencez à avoir l'habitude de mon déroulé et donc je commence par vous donner ma vue un peu générale sur l'épisode. Tout d'abord, il faut savoir qu'il a été écrit par Karen Campbell, qui avait déjà écrit des scénarios pour la série. Et d'ailleurs, dans la saison 4, elle a écrit le scénario du deuxième épisode qui se passe à River Run, vous savez, avec cet esclave. Le titre, c'est Un serment inaltérable. Et elle avait déjà écrit Crème de menthe, l'épisode 7 de la saison 3, et En territoire inconnu, l'épisode 11 de la saison 3, celui où Claire se retrouve un peu seule dans la jungle et fait la rencontre, fait des rencontres Mamacita et compagnie. Karen Campbell, du coup, a écrit des épisodes, je trouve, qui sont finalement parmi les moins aimés chez les fans. Pour moi aussi, je peux dire, même si j'ai quand même bien aimé En territoire inconnu. Et je trouve que celui-là, finalement, lui sauve un peu la mise. C'est celui de Karen Campbell que je préfère. Et il a été réalisé par Mersey Almas, qui avait déjà réalisé l'épisode précédent. C'est un épisode qui se joue globalement sur 2 lieux, Wilmington et puis le village indien. Hormis une scène au début où Brianna et Lord John Grey sont à River Run. Et finalement, dans cet épisode, on met le focus sur quelques personnages, et notamment Roger et Brianna, je trouve, puisque en fait, les personnages secondaires qui gravitent autour d'eux sont là pour servir leur propre histoire. Et donc pour Roger, je pense aux Indiens et aux prêtres. Et puis pour Brianna, même si Lord John Grey et Stephen Bonnet sont loin d'être des personnages secondaires, malgré tout, ils sont là pour servir son intrigue à elle. Il y a une place importante qui est donnée à de nouveaux personnages, juste pour un seul épisode. Alors Outlander n'hésite pas à faire ça. Et d'ailleurs, moi j'ai en tête cet épisode de la saison 3 où Claire est sur le bateau à soigner l'épidémie avec le jeune Pound, si vous vous souvenez. Et en un seul épisode, on s'était énormément attaché à ce personnage. Et moi, ça me fait un peu la même chose pour cet épisode avec le prêtre et puis surtout la jeune indienne. Et c'était aussi un peu le cas dans l'épisode 2 de la saison 4 avec cet esclave qui avait été pendu par un crochet et qui finalement mourait aussi à la fin. Donc dès lors que ces personnages secondaires sont là pour servir les histoires des personnages principaux et que l'intrigue est bien construite, finalement, moi, je trouve que ça passe. Je trouve aussi qu'on a une belle fenêtre pour observer la relation entre Fergus et Marsali. Je développerai tout à l'heure. Et bien sûr, les grands absents de l'épisode, une fois de plus, ce sont Jamie et Claire. Je trouve que de la part de la production, c'est quand même plutôt audacieux de les avoir écartés une nouvelle fois. Alors même si on a quand même Jamie en voix off lorsque Brianna lit la lettre, où c'est plutôt Lord John qui la lit, mais on entend la voix de Jamie.
On peut questionner cette absence, hein, mais moi je trouve que c'est bien finalement, parce que leur absence est nécessaire pour laisser de la place aux autres personnages. On n'aurait pas pu développer autant la psychologie de Roger si on avait laissé du temps d'écran à Jamie et Claire. Et puis il faut dire que ils sont en train d'avancer vers le nord, hein, vers les territoires Mohawk. Sauf à leur créer des aventures et des embûches, etc. C'est franchement pas très très intéressant. Donc voilà, et malgré leur absence, hein, ils sont quand même, je pense, présents pour moi. Leur aura est présente dans tout l'épisode. Les autres personnages parlent d'eux, notamment Fergus et Marsali, hein, lorsqu'ils se demandent ce qu'auraient fait Milord et Claire. Brianna qui parle du manque qu'elle a de sa maman. Et même Lord John, hein, qui dit à Brianna qu'il est persuadé que Jamie et Claire vont sauver tout ça, hein, vont lui ramener Roger et que tout va bien se finir. Tout le monde compte sur eux, hein, ce sont un peu les héros invisibles de l'épisode, un peu comme s'ils étaient dieux. Et sauf que là, en fait, les personnages sont livrés à eux-mêmes, hein, Claire et Jamie ne sont pas là. Et je viens de parler de Dieu, et du coup, j'en viens au titre. Le titre de l'épisode, c'est Providence, en VO, Providence en français. Pas très compliqué. Cette fois-ci, c'est exactement le même titre. Et Providence, hein, c'est un thème, c'est un mot qui est en lien avec la religion. Et pour le coup, c'est vraiment l'un des épisodes les plus résolument religieux de toute la série. On a la présence du père Alexandre, on a un gros arc narratif autour de Roger, qui est fils de révérend, fils adoptif de révérend, la prière de Roger, une intrigue finalement autour d'un enfant à baptiser. Et on a ces thèmes de la confession, du pardon, qui sont des thèmes complètement religieux, surtout religion catholique, pour parler de ce que je connais le mieux. Et la providence, en fait, providence, ça veut dire la protection de Dieu. En fait, providence, c'est un mot qui s'oppose à la fatalité. On a cette idée de l'action sur le monde par une volonté extérieure et divine, du coup. Et un des thèmes de l'épisode, c'est comment, finalement, l'absolution des personnages passe par le salut des autres. Et moi, je trouve que dans l'épisode, on observe des personnages s'élever spirituellement grâce au pardon, à l'abnégation, au sauvetage des autres, à la miséricorde, qui est cette bonté gratuite. Et aussi, ce qui fait que cet épisode est dans le thème de la religion, c'est que Dieu a donné aux hommes le libre arbitre, et les hommes se débattent sans cesse avec le poids de leur choix. C'est ça, le libre arbitre, c'est choisir. Et là, on l'observe vraiment très, très nettement dans l'épisode. Et finalement, la morale de cet épisode, c'est que les hommes et des femmes de bien choisiront toujours la voie la plus honorable. On le voit avec le père Alexandre, qui lui choisit de rester fidèle à sa foi et fidèle à son Dieu, et voilà, de ne pas trahir finalement ses vœux. Alors, il y a un des vœux qu'il a trahi, bien sûr, mais en toute fin, voilà, il choisit d'être fidèle à Dieu. C'est visible aussi avec Roger, qui s'était convaincu qu'il allait ne penser qu'à lui, et qui finalement fait demi-tour et dans un geste de miséricorde, sauve le père Alexandre d'une mort lente et douloureuse. Brianna, lorsqu'elle va voir Stephen Bonnet, et même Lord John Grey, qui à la fin de l'épisode ne donne pas Murtagh et les régulateurs, hein. Donc je trouve des personnages qui se sont beaucoup élevés, qui ont grandi au fil de l'épisode. Je dois noter aussi qu'il y a de gros changements dans les intrigues par rapport au roman, notamment pour l'intrigue qui se passe à Wilmington, hein, tout ce qu'il y a autour de l'évasion de Stephen Bonnet, c'est différent dans le livre, hein. La présence de Murtagh, le fait que les auteurs aient décidé de le garder, nécessite forcément des adaptations majeures. Et donc, pour le traitement de l'intrigue de Stephen Bonnet en prison, le fait que Murtagh y soit, que l'évasion se passe un peu de manière concomitante, c'est
c'est un tour de passe-passe d'adaptation. Hein. Mais là, je vous encourage vraiment, soit si vous les avez lus, à aller relire, parce que ça ne se passe pas du tout comme ça hein, dans le roman, avec une Brianna qui aide franchement Bonnet à s'échapper. Donc, je ne veux pas trop spoiler, mais il y a vraiment un arc hyper intéressant du point de vue du développement du personnage de Brianna dans les romans de Diana. Donc, à lire. Et pour finir sur mes impressions générales, moi je dirais qu'on a de super scènes dans l'épisode, très très bien jouées. Je vais noter l'interaction entre Stephen Bonnet donc Ed Speleers et Sophie Skelton. Ces deux-là ensemble s'auto-stimulent, enfin ils sont très très bons. Mention spéciale à l'Indien qui est amoureux alors, je vais avoir du mal à prononcer les noms indiens, je vous dis tout de suite, donc m'en voulez pas. Mais donc, l'indienne, maman, qui finit par se jeter dans le feu, c'est Josie Young, je crois. Mention spéciale aussi au père Alexandre, hein, qui est interprété par Yann Tual, qui est un acteur français qui parle plusieurs langues. Mention spéciale notamment pour sa scène finale sur le bûcher, où sa douleur est tout à fait crédible. Mais vraiment, mon best absolu de l'épisode, c'est Richard Rankin. Je serais amenée à en reparler. Sa scène du monologue, alors je l'ai appelé comme ça, il n'est pas tout à fait tout seul puisque le père Alexandre est là pour l'écouter, mais c'est quand même un monologue, là je le trouve waouh. C'est une de ses meilleures performances dans la série, je trouve, et vraiment il est over the moon, au top du top. J'ai dit que j'allais finir, mais non, j'ai quand même quelques infos à vous donner sur les décors, sur le village indien. Les auteurs ont expliqué que ça avait nécessité énormément de recherche de la part des équipes de déco, sous la houlette de John Gary Steele. Ils se sont pris 1 an avant pour pouvoir penser ce village indien, ces longhouses, ces grandes maisons. Je ne sais même pas si on peut appeler ça des maisons. Ça a nécessité plus d'1 mois de construction sur site avec des matériaux complètement authentiques, naturels. Le fait que la hutte du chef soit placée en hauteur, ça c'est aussi tout à fait authentique. Et d'ailleurs, ça a nécessité des recherches particulières pour trouver un lieu qui se prêtait bien à cette géographie finalement du village. Les acteurs qui parlent de ce décor disent que lorsqu'ils sont arrivés sur le plateau, entre guillemets, on a vraiment l'impression d'arriver dans un vrai village indien avec énormément de détails, de la vraie fumée. Ouais, vraiment, quand on prend le temps d'observer ces décors-là et qu'on est un peu moins pris par l'intrigue, c'est époustouflant. C'est John Gary Steele qui est vraiment à mettre à l'honneur. Alors, je l'ai souvent cité, je le cite encore souvent. Moi, je me demande qui va le remplacer pour la saison 6 et j'espère très sincèrement qu'ils trouveront quelqu'un qui est de son niveau parce que il a mis la barre très très haut. Et si on y ajoute à ça tous les costumes indiens dont j'ai déjà un peu parlé la semaine dernière, enfin au dernier décryptage, ça donne un environnement tout à fait crédible, vraiment crédible. Et je terminerai cette fois-ci par vous parler un peu des effets spéciaux et qui ont été mis en œuvre notamment pour le bûcher, pour recréer cette impression qu'un homme est en train de brûler par le feu. Franchement, on dirait que c'est vrai, c'est très bien retranscrit à l'image. On dirait pas que ce sont des effets spéciaux. Une fois encore, même l'explosion de la prison, ça fait super crédible. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'il y a une qualité il y a un soin qui est apporté à tous ces petits détails qui font que j'aime vraiment regarder cette série et la regarder et la regarder. Voilà pour mes impressions générales. Je vous parle de mes scènes top et flop et je commence par mon flop, ou plutôt je vais dire mes flops. Mon premier flop, c'est ce trousseau de clés dans la prison qui tombe comme par hasard, juste devant la cellule de Stephen Bonnet. Pour moi, c'est vraiment trop convenu. Ce plan, ça nous est mis sous le nez sans aucune subtilité. J'aime pas.
j'aime pas du tout. Alors bon, bien sûr, il faut qu'on ait un peu le doute sur le fait que Stephen Bonnet ait réussi à s'échapper de la prison avant l'explosion. Enfin, franchement, qui doute que les auteurs vont se séparer du seul méchant qui existe encore dans la série? Moi, j'en doute pas à ce moment-là. Même lors de la première diffusion, on sent qu'il va s'échapper. On n'avait pas besoin de ce trousseau de clés mis en plein milieu. Donc voilà, ça c'est mon premier flop. Et mon deuxième flop, c'est cette maman indienne qui laisse son bébé pour accompagner l'homme qu'elle aime dans une sorte d'éternité. Je me dis non. Quel que soit l'amour qu'on peut porter à son âme sœur, enfin, je sais pas si ça passe au-dessus d'un enfant. Non, je ne comprends pas ce geste. J'ai essayé de l'analyser. Alors je me dis, bon, c'est une indienne, elle vit dans une tribu, il y a peut-être cet esprit communautaire qui est très fort et elle sait que son enfant sera... que plein de monde prendra soin de son enfant, mais je ne sais pas si l'amour profond ou une âme sœur justifie qu'on abandonne son enfant. Alors vous allez me dire, c'est un peu ce qu'a fait Claire. Oui et non. Claire est repartie vers Jamie, mais Brianna était adulte. Pendant toute l'enfance de Brianna, je pense qu'elle ne s'est jamais posé la question et elle a complètement accepté de mettre de côté ses recherches sur Jamie, etc. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit totalement comparable. Et j'embraye directement avec mon top parce que le flop dont je viens de vous parler se situe dans la scène finale. Et mon top, en fait, c'est la scène finale. Alors, je mets de côté mon flop pour accepter telle qu'elle est cette scène. Et je la fais démarrer au moment où Roger fait demi-tour, en fait. Donc Roger réussit à s'échapper de la hutte par le trou qu'il a creusé. Et il commence à avancer. Et hop, d'un coup, il fait demi-tour. Et c'est à ce moment-là où en fait, l'ambiance des images et l'ambiance sonore aussi change, puisque on a du slow motion, une espèce de ralenti. Et puis cette musique... ce morceau très connu de Samuel Barber, Adagio pour cordes, qui est une musique tout à fait dramatique, très poignante, je trouve émouvante. Et pour moi, cette scène, je l'ai choisie pour mon top parce que vraiment, c'est une scène hyper marquante dans la série, alors qu'elle ne met pas en scène les personnages principaux, si bien évidemment on met de côté Roger, puisqu'il est présent dans la scène. Mais au final, tout le drame, il n'est pas sur Roger dans la scène. Et j'aime cette scène pour tout, en fait. Pour le décor, pour la réalisation, là, ce slow motion, les plans qui passent et qui focalisent sur différents personnages, sur leurs émotions en plan serré. Des plans plus larges pour nous resituer la scène. Les effets spéciaux, j'ai parlé du bûcher, pour la performance et la crédibilité des acteurs dans leur douleur, dans ce qu'ils sont en train de vivre, et le tout magnifié par l'accompagnement musical de Barber. C'est une scène, je sais qu'elle est assez clivante et qui a beaucoup divisé les fans. Et d'ailleurs, parmi ceux qui m'écoutent, certains ne partagent sans doute pas mon avis et je peux l'entendre. Moi, personnellement, j'étais totalement dans la scène. J'ai été très émue, quelques larmes la première fois, la deuxième fois. Et là, au moment où j'ai repris ces scènes cet épisode pour mon décryptage, à nouveau, beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça le fait à chaque fois que je la revois et j'y repense, en fait. Je l'ai en tête. Et je pense que si la scène fait parler, c'est par les choix audacieux qui ont été faits. Le fait de mettre en lumière des personnages secondaires sur une fin d'épisode, c'est audacieux. Le fait de choisir une musique quand même plutôt connue de Barber, c'est audacieux, parce que je pense que Bear McCreary aurait tout à fait pu écrire une pièce tout aussi émouvante et poignante. Il l'a déjà prouvé de maintes reprises.
Et justement, à propos de la musique, ce qu'il faut savoir, et là c'est une anecdote que je vous livre, c'est que au moment du montage des épisodes et des séquences, ce qui est fait, c'est qu'il y a une musique temporaire qui est mise sur les séquences, justement pour retrouver une ambiance émotionnelle qui accompagne les images, et notamment quand il n'y a pas de dialogue. Et donc le morceau temporaire qui a été choisi, c'était justement celui-là, l'Adagio pour cordes. Et lorsque cette séquence a été vue en salle de montage, ils ont tous été tellement émus et c'était tellement poignant qu'ils ont choisi de garder cette musique. Pour info, alors je ne sais pas si vous connaissez ce film Platoon, mais cette musique est très très clairement associée au film Platoon, qui a été oscarisé à la fin des années 80. C'est un film sur la guerre du Vietnam. Et c'était une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ça peut ne pas plaire en fait, c'est qu'on associe beaucoup cette musique à Platoon. Et moi j'ai fait aussi le rapprochement avec le groupe Muse. C'est un groupe de rock qui est là, qui est connu depuis une dizaine d'années, peut-être 15 ans. Et en fait, cette musique de Barber est l'interlude du morceau Hysteria de l'album qui s'appelle Absolution. Donc c'est quand même... je trouve ça fort. Absolution, c'est un peu le thème de l'épisode. Et c'est une musique qui illustre parfaitement la douleur, la mort, le drame. Et elle est aussi maintenant jouée et chantée par des chœurs religieux dans les églises au moment de l'Agnus Dei. Et l'Agnus Dei, donc ça c'est dans la religion catholique, c'est un peu une façon de célébrer Jésus en tant que victime sacrificielle, où on dit que finalement sa mort enlève le péché du monde. Et elle accompagne justement le père Alexandre sur le bûcher, qui finalement se sacrifie, ou en tout cas accepte sa mort pour purifier et pour ce qu'il a fait, ses péchés passés. Donc, choix musical très... Enfin, tout se recoupe, en fait, quand on y regarde de plus près. Et la figure de ce père Alexandre qui cherche l'absolution, justement. Et c'est Roger qui accorde sa miséricorde parce qu'il offre au père Alexandre la seule chose possible à ce moment-là, c'est une mort rapide, en activant le feu grâce à un fût de whisky, probablement. En tout cas, c'est ce qu'a l'air de dire la title card du début. Et je disais, j'aime cette scène aussi pour les acteurs parce que la douleur se lit sur absolument tous les visages. Une douleur physique pour le père Alexandre et Yann Tual, ou une douleur morale pour Roger, qui est franchement choqué de ce qu'il est en train de voir, pour Choseyon, l'Indienne, et pour aussi l'Indien qui est amoureux d'elle, K.R. Roton, je crois il s'appelle. Et en conclusion de cette scène, on voit que Roger est un homme foncièrement bon. Il ne peut pas mettre en application ce chacun pour soi et cet individualisme qui s'était promis de mettre en application. Il retrouve foi en l'amour et en l'humanité. Et à la fin de la scène, il y a le bruitage, on va dire, de la scène qui revient et la musique qui s'estompe. Ça revient progressivement alors que Roger se fait escorter par 2 Indiens dans la hutte des idiots. Et non pas cette idiote de hutte comme c'est traduit dans la version française. C'est une erreur de traduction que je trouve un peu bête. C'est pas une idiote de hutte, c'est la hutte qui héberge les idiots. et tout, enfin, je veux dire, le monologue de Roger au milieu de l'épisode aurait dû faire traduire correctement cette dernière phrase. Bref. Ça, c'est mon énervement et mon agacement assez permanent contre certaines traductions. Celle-là, pour le coup, je la trouve... Voilà pour mon top. Ma transition est toute trouvée avec mon premier thème parce que j'avais envie de m'interroger sur Roger et en me demandant est-ce que Roger est vraiment un idiot. Et je vais essayer de suivre ce personnage de manière chronologique sur l'épisode. On retrouve Roger au début dans cette haie d'horreur, dans le Gauntlet. Et alors qu'on l'avait vu se redresser et se relever une première fois à la fin de l'épisode 11, là on voit qu'il échoue finalement à traverser cette rangée ces 2 rangées d'Indiens. Et donc il est captif. Il a été blessé à l'épaule pendant le Gauntlet. On voit d'ailleurs
un coup de pied assez mal placé et qui fait que sans doute, qui explique le fait qu'il porte son bras en écharpe pendant tout l'épisode. Et donc Roger se retrouve à devoir accomplir des tâches un peu comme un esclave, et il fait de nombreux faux pas culturels qui lui valent le ressentiment des Indiens. Et alors, même si c'est pas un faux pas, mais son surnom, il est lié à sa barbe, puisque les Indiens ne gardent jamais la barbe. Ils sont plutôt imberbes, que ce soit au niveau du visage et au niveau du torse. Et donc, il est surnommé face de chien ou tête de chien, peut-être en français, je ne sais pas comment ils l'ont traduit. Il y a aussi ses regards et ses discussions avec Joseyan, l'Indienne, qui ne plaisent pas vraiment, notamment à un Indien, à Keraton. Roger a une certaine faiblesse pour les femmes avec un bébé. On se souvient de Morag Mackenzie sur le bateau, et il a failli s'attirer les foudres de Bonnet. Heureusement qu'il a eu de la chance à pile ou face, parce qu'on ne sait pas où serait Roger à l'heure qu'il est. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, la femme indienne, elle porte une croix, la croix catholique autour du cou. On peut passer à côté lors des premiers visionnages. Et moi, je pense comprendre que c'est la soigneuse du village. D'ailleurs, c'est ce que semble dire après le père Alexandre. En tout cas, c'est elle qui l'a soignée. Et donc, cette femme fait preuve de compassion vis-à-vis de Roger, ou en tout cas, elle prend son rôle de guérisseuse à cœur. Et donc, elle a des mots sympathiques envers lui, elle le défend. Et on lui a donné un rôle, pour moi, les auteurs lui ont donné un rôle pour qu'on puisse ressentir des émotions pour elle à la fin de l'épisode. Et ce qu'on voit, c'est que Keraton, donc cet Indien à la veste rouge, a des sentiments pour elle. Et c'est probablement pour ça qu'il fait, à un moment donné, un geste vers Roger en essayant de comprendre et de s'intéresser à lui, de comprendre pourquoi il est là et ce qu'il a fait de mal dans sa propre tribu, entre guillemets, pour valoir le fait d'être vendu aux Mohawks. Mais voilà, Roger, lui, il est historien, mais comme disait quelqu'un sur le dernier chat, il n'a pas pris l'option culture indienne appliquée lors de ses cours d'histoire pendant ses études, et donc il se rend coupable de 2 offenses majeures. Le fait de pointer avec son doigt et le fait de couper la parole, ça ne passe pas du tout dans les us et coutumes des Indiens. Roger est un outlander, finalement, dans cette tribu. Et là, c'est ce qui lui vaut d'être enfermé dans la hutte prison avec le père Alexandre. Et donc, tout cet arc autour du père Alexandre, c'est quand même plutôt un grand défi. Toujours dans une série télé, lorsqu'il faut faire exister un personnage secondaire. Surtout que là, cette intrigue, elle est tirée vraiment du roman, elle n'a pas été inventée pour la série. Mais un personnage secondaire, surtout lorsqu'il a une durée de vie d'un seul épisode, il doit être là pour servir l'histoire ou le parcours d'un personnage principal. Et cette intrigue, bien sûr qu'elle est belle dans le livre, et je comprends que les auteurs aient choisi de la garder, mais le challenge, c'était de la garder et de la justifier en montrant comment l'histoire du père Alexandre impacte Roger, de montrer des parallèles avec l'histoire de Roger. Qu'est-ce que Roger apprend de tout cela? Qu'est-ce qu'il apprend pour lui-même? Et je pense que ça a été réussi. Même si moi, je me suis quand même intéressée au père Alexandre pour lui, pour ce qu'il est. Et donc, grâce au père Alexandre, Roger découvre l'origine de son surnom. Il découvre aussi l'endroit où il est. Et puis, une des premières phrases que dit le père Alexandre lorsque Roger lui demande pourquoi il est là, eh bien, le père Alexandre lui dit « Je suis tombé amoureux ». Et on voit tout de suite la première résonance de cette histoire du père Alexandre qui n'est pas développée pour l'instant. Mais tout de suite, ils sont dans une sorte de connexion émotionnelle, tous les deux, rien qu'avec cette phrase. Et on le voit dans le regard de Roger, en fait, de Richard Rankin, qui le joue super bien. Et lorsque le père Alexandre raconte son histoire, ces mots continuent de résonner très fort en Roger. Ils ont des parcours de vie très différents, mais une forte connexion émotionnelle, ce que je viens de dire. Et là, moi, je relève la force de l'écriture du scénario. Là, Karen Campbell, vraiment bravo. Super bien écrit, les dialogues entre Roger et le père Alexandre. Et
fantastiquement servi par la performance des deux acteurs. Pour Roger, ce que lui raconte le prêtre, ça n'a pas de sens. Le père Alexandre pourrait être avec la femme qu'il aime facilement, en fait. Juste en mettant un peu d'eau sur le front du bébé, à un moment, c'est ce qu'il dit. Mais ce prêtre est plein de principes. Il a une telle foi en Dieu qu'il ne fera pas d'exception, même pour sauver sa vie. Moi, j'aime beaucoup la poésie des mots employés par le père Alexandre pour décrire la femme qu'il aime. Quel personnage! Quelle belle écriture pour ce personnage. C'est rare à la télé aussi de voir un personnage avec une telle moralité. Ça en fait une sorte de martyr. En fait, il va se laisser tuer en témoignage de sa foi. C'est vraiment purement ça. Et cette situation est absolument tragique et c'est ce qui en fait la beauté du personnage. Et quand le père Alexandre a ces mots très poétiques, ça fait aussi une grosse résonance chez Roger. On voit qu'il pense à Brianna. Mais voilà, Roger, lui, il décide d'organiser son évasion. Il commence à creuser un trou pendant que le père Alexandre se fait torturer. Et on retrouve quand même ce côté très doux et gentil de Roger, lorsque le père Alexandre revient de sa torture. Il a une oreille en moins. Roger prend soin de lui, il dit une prière. On pourrait aussi se demander pourquoi les Indiens accordent autant d'importance au fait de baptiser un enfant. Mais pour les Indiens, ils se sentent trahis. Ce prêtre, c'est eux qui leur a amené la foi, qui les a initiés, qui les a convaincus de l'importance des sacrements. Et le premier sacrement, c'est celui du baptême. Le baptême, c'est l'entrée dans le monde des chrétiens sous la protection de Dieu. Et donc, en refusant de baptiser le bébé, finalement, il exclut ce bébé de la communauté des chrétiens et bien sûr que les Indiens, étant convertis, ils ne souhaitent pas que ce bébé en soit exclu. Et Roger essaye de le convaincre de changer d'avis, mais ça ne fonctionne pas. Et j'aime beaucoup la façon dont il dit « mais un petit « je veux vous saluer Marie » et hop, le tour est joué, et ils ne comprendront rien, ils n'y verront que du feu. Et c'est à ce moment-là qu'il fait ce long monologue sur le fait qu'il est un idiot. Là aussi, l'écriture est parfaite. Et Richard Rankin, je l'ai dit en tout début de mon décryptage, il est magistral. J'ai pas de mots pour décrire sa performance. Moi, je vous l'ai dit, je fais souvent mes décryptages, pour mes décryptages, plusieurs visionnages. Donc, un premier où j'écoute, je prends des notes. Il y a un des visionnages, c'est le deuxième, où je n'écoute pas, en fait. Je n'ai que les images. Et ça me permet vraiment de me focaliser sur des détails à l'image, sur des regards, sur plein de choses. Et on capte beaucoup de choses quand c'est comme ça. Là, on peut juste regarder Richard Rankin, alors sans l'écouter. C'est dommage, vous allez me dire, parce que l'écriture est belle, mais moi, je voyais plus l'acteur là dans cette scène, mais je voyais vraiment Roger. C'est la plus belle performance de Richard Rankin de toute la série. Et le regard que porte Roger sur son histoire et sur les obstacles qu'il a dû surmonter par amour pour Brianna, ça fait froid dans le dos et je pense que ça nous fait du bien aussi en tant que spectateur d'entendre tout ça parce que je le dis depuis quasiment le début, mais ce personnage a été malmené, il est mal aimé à ce moment-là de la série. Et dire que la foi de Roger est mise à l'épreuve, c'est juste un doux euphémisme à ce moment-là. Roger se sent abandonné de toutes les manières possibles. D'ailleurs, au passage, on comprend qu'il a probablement identifié son agresseur. Il pense que c'est le père de Brianna. Il pense que c'est Jamie qui l'a agressé et qui l'a vendu au Mohawk. Et Roger réussit cette introspection face au père Alexandre dans une sorte de confession. Une nécessité certainement de verbaliser tout ce qui lui est arrivé, d'expliquer. Et il essaye de se convaincre qu'il va cesser d'être un idiot et puis ne penser qu'à lui. Pour sa survie, tout simplement, dans une sorte de chacun pour soi. Donc, il y a ce projet d'évasion dont j'ai parlé. Et alors qu'on pensait le père Alexandre très campé sur ses positions, il aide Roger à creuser le trou. Je trouve que c'est assez inattendu. On se demande s'il a changé d'avis ou si c'est un... au moment où il commence, moi, je me dis, tiens, il a changé d'avis. Et puis, en fait, quand au petit matin, les Indiens viennent le chercher, je pense qu'on peut analyser ça par il l'a aidé Roger par générosité, en fait, pour qu'il aille plus vite
dans la constitution de ce trou. Mais Père Alexandre choisit d'aller vers sa mort, donc Roger réussit à s'échapper avec ce dialogue interne, hein, puisqu'il entend les cris du Père Alexandre au loin. Il essaye de tenir la ligne de conduite qui s'est fixée, hein, donc de penser à lui. Mais non, Roger est ce qu'il est, c'est un homme bon, c'est un homme miséricordieux. Donc il fait demi-tour. Alors Roger est-il un idiot ? Moi, j'en suis pas si sûre. Alors c'est sûr que l'amour rend bête, hein, en plus de rendre aveugle, mais voilà. Roger est juste quelqu'un de bon, de fondamentalement bon. Et quand on est bon, je sais qu'on dit des fois trop bon, trop con, mais non. Moi, je choisis d'aimer Roger pour ce qu'il est. Pour mon deuxième thème, j'ai choisi de m'intéresser à l'équipe qui est formée par Marsali et Fergus. Je le disais en impression générale, on retrouve ces deux personnages avec plaisir et on a enfin une vue un peu plus approfondie sur ce qu'est leur relation. Donc au début, à Wilmington, on retrouve Fergus en train de planifier l'évasion de Murtagh. Il se sait soutenu par les régulateurs. Et lorsque Marsali découvre que Fergus organise une évasion pour Murtagh, elle n'est pas fâchée, alors qu'on aurait pu s'attendre complètement au contraire, avec cette volonté la mère de famille, hein, qui a envie de sécuriser sa famille. On se souvient que dans l'épisode précédent, elle avait exprimé le fait qu'héberger un régulateur, c'était quand même pas super top pour leur sécurité. Mais Marsali, je pense qu'elle veut vraiment permettre à Fergus de prouver sa valeur. Donc elle aide Fergus et Fergus aide Murtagh. Et je le disais, un des thèmes, c'est le salut passe par le sauvetage des autres. Hein. Et Marsali, elle a vraiment envie de former une équipe avec son mari. Si on se souvient, il y avait déjà un peu les germes de tout ça à la toute fin de la saison 3. Alors, je ne sais plus si c'est dans l'épisode 12 ou 13, mais lorsque Jamie a été arrêté par les tuniques rouges en Jamaïque, c'est Fergus qui décide de prendre les choses en main et d'aller trouver le gouverneur, John Gray. Et Marsali lui a dit à ce moment-là, je suis ta femme, je viens avec toi, hein, sans lui laisser le choix. Et là, on est un peu là-dedans aussi. Hein. Ça donne une belle idée de la dimension de leur mariage, en fait. J'aime aussi le moment où ils se demandent ce que feraient Claire et Jamie, hein, ce que ferait Milord. On sent que que ces deux-là ont pour modèle le couple Jamie et Claire. Ils essayent de marcher dans leurs pas. Il y a certainement une certaine admiration. C'est sûr que on admire tous le couple formé par Claire et Jamie. Il y a tellement de belles choses à en tirer que forcément des observateurs proches d'eux auraient envie de leur ressembler. Et je pense qu'ils y réussissent quand même plutôt pas mal, ces deux-là. Marsali, je la trouve très active au milieu de ces hommes, régulateurs, Fergus. Et faites-moi penser, la prochaine fois que je programme un braquage, à réserver les services de Marsali pour conduire ma voiture, parce que là, franchement, c'est quand même plutôt culotté et j'aime bien. Enfin, c'est le côté badass des femmes dans Outlander et ouais, c'est chouette. Et donc, pour en revenir à Fergus et Marsali, ils s'aiment vraiment. Moi, j'aime bien l'idée que Marsali soutienne Fergus, quoi qu'il arrive. C'est un soutien indéfectible, et voilà, pour le meilleur et pour le pire, comme elle dit. Hein. Et le fait que Fergus parle de enfin souscrire à la proposition de Jamie de les rejoindre à Fraser's Ridge, c'est chouette. On a une perspective que la famille se retrouve réunie, alors fin de saison 4, début de saison 5. Je fais comme si je ne savais pas ce qui allait se passer pour la suite. Mais voilà, on est dans cette perspective enfin assez proche que la famille va se retrouver réunie à Fraser's Ridge. Et donc, on retrouve Fergus qui mène la danse, qui mène la marche. C'est lui qui est leader un peu de ce groupe de régulateurs. Hein. C'est lui qui avance en tête. Les armes braquées sur les gardiens de prison, il est en tête aussi. Je trouve que la scène dans la prison, hein, c'est un peu confus lorsqu'ils arrivent.
Lord John se fait braquer, alors le gardien qui est à l'intérieur aussi. C'est assez sombre, on voit pas trop. Mais donc, ils réussissent à faire sortir Murtagh. J'aime bien la reconnaissance mutuelle de Fergus avec Lord John Grey. Et je vous avoue que j'avais pas compris au début, mais comment ces deux-là se connaissent. Et c'est vrai que je crois qu'on ne les a jamais vus sur un plan scène ensemble. Mais lors de l'épisode 12 de la saison 3, donc c'est l'épisode La Bacra où il y a le bal du gouverneur, Fergus y était, enfin Fergus et Marsali étaient tous les deux au bal du gouverneur, ils étaient avec Jaime et Claire, donc ils ont peut-être dû se voir là, et puis ensuite c'est Fergus qui était allé trouver Lord John Grey pour expliquer que Jaime avait été arrêté, et puis pour faire en sorte que Lord John intervienne pour le sortir de là. Donc c'est comme ça qu'ils se connaissent, et voilà, et donc ces séquences et le dernier leadership de Fergus, c'est au moment où Lord John et Murtagh se disputent le droit de ramener Brianna à Riverrun. Et c'est Fergus qui tranche avec beaucoup de clairvoyance et de lucidité en disant que non, Brianna ne doit pas partir avec Murtagh parce que s'ils sont arrêtés, elle va être pendue en même temps que lui. Donc hop, Brianna avec Lord John à Riverrun. Et puis Marsali, Murtagh et Fergus s'échappent sur les chapeaux de roue, c'est vraiment l'expression, avec une carriole. Alors on se demande s'il y a toutes les affaires du couple parce qu'ils déménagent à Fraser's Ridge. Enfin, où vont-ils cacher Murtagh ? Ils peuvent certainement pas rester avec lui à Wilmington. Donc voilà, là on ne sait pas, mais en tout cas, ils quittent Wilmington sur les chapeaux de roue. L'épisode nous permet de voir aussi un peu plus la relation entre Lord John Grey et Brianna. On les avait quittés lors de l'épisode précédent avec Lord John finalement qui acceptait la demande en mariage de Brianna. Et là, au début d'épisode, c'est John Grey qui est porteur de nouvelles. Il apprend à Brianna que Stephen Bonnet a été arrêté, qu'il est en prison et qu'il est condamné à être pendu. Forcément, la réaction de Brianna est... d'abord le choc et puis peut-être un peu de soulagement. Enfin, c'est très peu lisible. On ne sait pas trop ce qu'elle pense. Mais en tout cas, ce qui nous surprend, c'est qu'elle veut voir Bonnet. Et elle explique ses motivations sous le porche et avec beaucoup de calme et voilà, de lucidité. Elle explique à John Grey qu'elle veut tenter d'accorder son pardon pour le salut de son avenir, en fait. Comme elle dit, le passé, c'est le passé. On ne pourra pas changer ce qui s'est passé, mais pour que je me sente bien plus tard, peut-être qu'il faut que je donne mon pardon à cet homme-là. Et bien sûr, la motivation, c'est contenu dans la lettre de Jaime, donc qui est lue en voix off. Et comme une sorte de retour à l'épisode 10, c'est l'épisode où il y a cette discussion entre Brianna et Jaime et où Brianna lui demande est-ce que finalement il a ressenti... ça lui a fait du bien de se venger de Blackjack et de le tuer. Et Jaime n'avait pas vraiment répondu à la question. Cette question était restée plus ou moins en suspens. Et là, la lettre montre que Jaime a réfléchi à la question, qu'il a pris le temps d'écrire la lettre pendant son parcours vers les Mohawks. C'est une occasion pour Jaime de donner un conseil à sa fille et d'avoir un réel impact en tant que père. Et voilà, il enseigne à Brianna qu'elle doit tenter d'obtenir un sentiment de paix en accordant son pardon à son agresseur. Et voilà, Lord John Grey, toujours aussi dévoué. Je l'ai appelé le chevalier blanc dans le dernier décryptage, mais c'est vraiment ça. Donc il accepte de l'aider et malgré tout ce qui lui... toutes les sirènes qui lui disent sans doute de ne pas le faire, de ne pas emmener Brianna à Wilmington, il le fait quand même. J'aime beaucoup la fin de cette scène sous le porche où le bébé bouge dans le ventre de Brianna et où il demande l'autorisation de mettre la main sur le ventre. C'est un petit moment assez touchant. Même si la réaction de Lord John Grey est tout en retenue, c'est un lord. Il a une éducation très distinguée. Mais c'est quand même émouvant quand on pense que John Grey n'a pas eu d'expérience similaire pour son fils et n'en aura jamais. Et si certains peuvent voir dans ces interactions entre John et Brianna comme une espèce de flirt, moi je crois que la sexualité de Lord John Grey règle vraiment le problème de leur relation homme-femme. C'est sans sous-entendu, c'est sans équivoque. C'est vraiment à lire comme une amitié sincère.
Et on les retrouve donc à Wilmington. Hein, donc John Grey l'emmène. Petit malaise de Brianna à son arrivée dans cette ville qui contient beaucoup de souvenirs, des très bons et aussi de très mauvais. Et John Grey est là comme un soutien physique. Hein, prenez mon bras, lui dit-il. Et puis un soutien moral aussi. Bien sûr, Brianna regrette la présence de Claire. Et puis de Jamie, j'en ai parlé. C'est Lord John qui dit qu'ils vont tout faire pour lui ramener Roger. Et Lord John Grey, c'est Brianna qui le dit, mais on le pense tous, hein, c'est impossible de ne pas l'aimer. Ben oui, c'est vraiment un homme d'une grande noblesse. Et à la fin, lorsqu'il choisit de ne pas révéler ce qu'il sait de Murtagh et de son évasion, c'est un choix qui est dicté par son cœur, par son honneur d'homme, et pas son honneur de militaire et l'allégeance qu'il a envers la couronne anglaise. C'est un choix de cœur et non pas de raison. Et pourtant, Dieu sait qu'il ne tient pas Murtagh en grande estime. Hein, les régulateurs et tout ça, on se souvient de cette discussion à Fraser's Ridge dans la cabane de Claire et Jamie. Et voilà, et quand même, il le fait. Donc, un grand homme, Lord John Grey. J'aime beaucoup. Pour mon dernier thème, j'ai envie de vous parler de la confrontation entre Brianna et Stephen Bonnet. Donc, je l'ai dit, hein, Brianna a exprimé la volonté de faire face à son agresseur. Ça arrive souvent, hein, quand on voit des procès, que ce soit dans les séries télé ou quand on lit les articles dans les journaux, les victimes, souvent il y a une attente hein, d'être confrontées à l'agresseur, soit pour obtenir des excuses ou en tout cas entendre des regrets. Mais là, Brianna, c'est pas dans cette démarche-là qu'elle va trouver Stephen Bonnet. Elle n'attend pas d'excuses de lui, elle n'attend rien de lui. C'est elle qui est venue lui donner quelque chose. Elle a pris les choses en main pour elle. Alors, elle est poussée, bien sûr, en ce sens par la lettre et par les mots de Jamie. Et moi, j'aime bien le fait qu'elle ait pu mettre de côté la rancœur qu'elle a pour Jamie, pour analyser ses conseils ou son conseil et pour le suivre, en fait. Parce que elle est tellement fâchée contre son père que elle pourrait se dire que non, ses conseils sont forcément mauvais et qu'elle ne va en aucune façon l'écouter. Et donc là, elle est venue pour donner son pardon à Bonnet. Elle l'informe qu'il va laisser quelque chose de lui sur la terre. Hein, donc elle lui parle de l'enfant qu'elle porte. Est-ce que c'est un acte de bonté de Brianna ? Je ne sais pas. Et en face d'elle, elle a un Bonnet qui est toujours manipulateur. Hein, quand il lui dit la phrase... je serai mort mais pas oublié. Brianna est en train de partir, elle s'arrête net. Elle fait demi-tour et là elle sort complètement de ses gonds, c'est évident. Ça fait résonance en plus avec la discussion qu'elle avait eue avec Jamie dans l'épisode 10, hein, lorsque Jamie lui disait qu'il fallait vivre avec, qu'on n'oubliait jamais en fait. Et donc là elle crache sa rage au visage de Bonnet. Là aussi, hein, Ed Spillers et Sophie Skelton, je l'ai dit en intro, c'est tous les deux, c'est... Et alors j'adore le visage cette composition de visage de petit garçon là qui est en train de se faire disputer après avoir fait une grosse bêtise, hein, lorsque Brianna est très hargneuse vis-à-vis de lui. Dans le regard de Bonnet, on sent qu'il a sans doute changé de point de vue par rapport à le fait qu'il va laisser quelque chose sur Terre. Donc il donne la pierre précieuse, un rubis à Brianna pour les soins du bébé, pour qu'elle prenne soin de lui. Comment analyser ce geste de Bonnet ? Est-ce que c'est un acte égoïste, purement narcissique, le fait de laisser quelque chose de lui sur la terre ? Ou est-ce que c'est un acte de purification avant d'aller vers sa mort ? Là encore, difficile. Hein, c'est un sociopathe, donc je pencherais quand même plutôt sur le côté narcissique. Mais c'est une personnalité complexe aussi, Stephen Bonnet. Et cette confrontation est juste géniale. Et j'ai un petit mot pour les lecteurs, parce que, pour vous inciter à aller relire les livres, c'est complètement différent. Je crois que je l'ai dit, hein, l'évasion de Bonnet. C'est à lire. C'est vraiment à lire.
D'ailleurs, c'est l'été, hein, donc ça peut être une bonne occasion pendant les vacances de se mettre à la lecture et pour être tranquille sur un transat au bord de la piscine ou à la plage. Audiobook dans les oreilles, ça marche aussi. Avec Audible, vous avez le premier audiobook gratuit si vous n'avez jamais souscrit, donc pourquoi pas tenter l'expérience. Moi, j'aime beaucoup les audiobooks, notamment dans mes trajets voiture. Si vous ne savez pas comment y accéder, je mets un lien dans la description de la vidéo. Et donc, pour finir, avec Stephen Bonnet, s'est-il échappé avant l'explosion ? Je le disais tout à l'heure, hein, ça ne fait vraiment aucun doute. Une fin d'épisode très émouvante. Un épisode globalement assez riche. Moi, je trouve bien écrit, avec plein de choses. On peut regretter l'absence de Claire et Jamie. J'ai beaucoup aimé le personnage de Roger, que j'ai trouvé très émouvant. Je ne sais pas s'il trouve une certaine rédemption à vos yeux de spectateurs, enfin, surtout si vous le trouviez, si vous n'aimiez pas ce personnage. Une fois de plus, Roger n'a pas choisi l'égoïsme. Et donc, il est toujours prisonnier chez les Mohawks. Il ne peut plus compter que sur Ian, Claire et Jamie pour le sauver. Alors bien sûr, il ne sait pas qu'ils sont en chemin vers lui. Mais ces personnages-là risquent d'être les héros de son évasion et de sa fuite. Leur absence de l'épisode augure d'un retour en fanfare quand même. On peut se dire que les auteurs les ont mis de côté pour qu'on apprécie encore mieux leur présence dans l'épisode suivant, qui sera quand même le final de la saison. Donc il faut que ce soit assez retentissant. On arrive avec ce dernier épisode avec quelques intrigues qui restent à dénouer. Hein. Et bien donc le sauvetage de Roger, je viens d'en parler. L'accouchement de Brianna, sans doute, avant la fin de la saison. Il reste à traiter le sort de Murta. Hein. Je disais, on ne sait pas trop où il va aller pour se cacher. Il faut aussi qu'on essaye de savoir où est Stephen Bonnet. Est-ce qu'on le saura avant la fin de la saison ? Donc, il y a encore matière à remplir un épisode tout en tension et tout en émotion. J'ai très, très hâte de vous retrouver pour le grand final de la saison 4. En attendant, vous pouvez compléter votre expérience de l'épisode avec l'interview de Richard Rankin au sujet de l'épisode par Tara Bennett, les différentes vidéos des coulisses, les vidéos qui ont été proposées par Stars, vous les retrouverez sur ma chaîne YouTube, la vidéo des producteurs, Meryl Davis, Matt Roberts, Tony Graffia, quelques anecdotes et quelques photos sur mon site internet. Enfin, vous pouvez vraiment vous faire une idée complète de l'épisode en plus de mon décryptage, donc n'hésitez pas. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire, ne quittez pas la vidéo sans avoir appuyé sur le pouce bleu. C'est une petite faveur que je vous demande. Non, je plaisante. Mais faites-le quand même. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.